Le manga de la semaine qui s'appelle donc Bienvenue dans la NHK, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, et comme vous voyez actuellement à l'image. C'est un manga qui me rend un peu nostalgique, si je puis dire, parce qu'il me renvoie à une période qui est liée à sa période de publication. Donc c'était au Japon, c'était 2004, je crois. Et je vais vérifier ça, mais je suis quasiment sûr, je l'ai vérifié il y a très peu de temps, juste avant la vidéo. Je vais essayer de pas dire de bêtises. Hop. Ouais, 2004 au Japon, comme vous le voyez, et 2008 en France. C'est ça que j'avais en tête. Ça, ouais, il me rend un peu nostalgique parce que ça me renvoie à une période où je lisais assez peu de mangas, en fait. C'était un moment de creux dans ma lecture de manga. J'en ai beaucoup lu quand j'étais à l'école primaire et au collège, donc dans les années 90. Et puis, en arrivant au lycée et mes premières années de fac, j'en ai beaucoup moins lu parce que j'étais dans d'autres trucs, notamment la musique. Je m'intéressais à d'autres choses et j'avais un peu mis le manga de côté. J'y suis revenu, je l'ai déjà expliqué, je crois, mais j'y suis revenu par Inyo Asano, par Bunny Punpun, enfin pas par Bunny Punpun d'ailleurs, par les premiers mangas d'Inyo Asano que j'avais acheté un peu par curiosité dans une Fnac et qui m'ont progressivement remis au manga. Mais Welcome to the NHK, bienvenue dans la NHK, pardon. C'est un manga donc qui date de 2004-2008 en France, première moitié des années, enfin les années 2000 quoi, pas 2010. Et c'est une période où j'étais, même si je m'intéressais plus trop au manga, j'étais assez actif sur Internet, notamment sur des forums de jeux vidéo. C'était un Internet. En même temps, 2008, ça nous paraît pas si loin. C'était il y a un peu plus de 15 ans, quoi. Mais c'était vraiment une autre époque, hein. Et c'est vrai qu'Internet ressemblait pas à ce que c'est aujourd'hui. C'était pas encore tout à fait les réseaux sociaux. Ça commençait, mais on n'y était pas trop. Et c'était encore beaucoup l'ère des forums et d'un Internet très Far West quand même, où l'anonymat était encore beaucoup respecté. Et où il y avait un côté, c'était encore un truc de jeune quoi, Internet. Il y avait pas encore trop nos parents qui y traînaient. C'était une autre ambiance Internet, une ambiance parfois un peu interlope, un peu étrange, mais qui avait son charme aussi. Et donc moi je traînais sur des forums de jeux vidéo, notamment des forums dédiés à une série particulière de jeux vidéo qui est la série de Legacy of Kain, des jeux d'aventure-action avec des vampires, série un peu oubliée aujourd'hui. Et j'écrivais des fanfictions à l'époque sur ce forum. Ça nous renvoie très loin. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à écrire, hein, d'ailleurs. C'était là-bas que j'ai écrit mes premières histoires. Et j'étais pote là-bas avec quelques personnes qui elles lisaient pas mal de mangas. Et notamment Bienvenue dans la NHK à ce moment-là. Et qui était un manga. Alors c'est une période. Je fais une longue intro, mais c'est pas très grave. Vous aimez ça, j'espère. C'était une période où le manga, de manière générale, au-delà de mon cas à moi, n'était plus très populaire. On avait largement terminé le premier âge d'or du manga, qui est un peu lié, je l'avais expliqué dans un Insomniac Club il y a quelques temps, qui était un peu lié à Dragon Ball, hein, globalement, à l'arrivée de Dragon Ball et à tout ce que ça engendrait en France. Ça s'était calmé depuis déjà quelques années. Et là, on était dans un creux. Le boom One Piece n'avait pas encore tout à fait eu lieu. Et on était dans un creux de vague, quoi, en France, où le manga était plus un truc hype, était redevenu un truc d'otaku connaisseur un peu. Ah ouais, c'était redevenu une sous-culture, un truc un peu underground. Et les mangas à la mode à ce moment-là, en tout cas chez les gens que je fréquentais, c'était alors beaucoup Évangélion. Les gens qui m'entouraient étaient très fans d'Évangélion. Série, moi, que j'ai jamais trop aimé. Alors, c'est à la base une série animée, mais plus qu'un manga. Moi, je suis pas très fan d'Evangelion pour plein de raisons. Peut-être qu'un jour on en parlera. Ils étaient fans de quoi d'autre? Eh ben, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus des gros trucs. Mais il y avait Full Metal Alchemist à l'époque qui marchait bien. Et il y avait ce truc-là, Bienvenue dans la NHK, qui est un truc très particulier. Et quand j'ai appris à connaître les gens avec qui je discutais en ligne à ce moment-là, j'ai compris pourquoi ça leur plaisait. Parce que on était quand même un groupe de gens sur ce forum un peu marginaux, chacun à notre façon. C'était un groupe d'otaku, quoi. C'était un groupe de gens très passionnés par des trucs ultra pointus, les films d'horreur, l'animation japonaise, les jeux vidéo, machin, qui sont des trucs, même si on était quand même déjà dans les années 2000, c'était pas encore des trucs très grand public, quand même. On parle souvent, je sais que par exemple des gens
le joueur du grenier, c'est un truc qui revient souvent dans ses vidéos, de dire que c'était pas cool d'être geek avant, que c'est devenu cool récemment. C'est un peu vrai. Alors moi, j'ai jamais souffert d'être geek. J'ai jamais été harcelé au collège ou je sais pas quoi parce que j'aimais les mangas. Pas du tout. C'était même, j'allais pas dire le contraire, mais vraiment, les gens s'en foutaient. Ils me faisaient pas du tout chier avec ça. Mais c'est sûr que c'était pas grand public. Ça, j'en avais conscience. La plupart des gens ne s'intéressaient pas à ce à quoi moi je m'intéressais. Ça me posait pas problème, mais c'était un fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on était, même si on commençait à devenir adulte, hein, au début des années 2000, on avait une vingtaine d'années, quoi, les gens dont je vous parlais moi. Mais on était un peu tous, ouais, un peu des bizarres, quoi. On était les bizarres de la cour de récré. Alors, on n'était plus dans la cour de récré, mais au début de notre vie adulte, on avait tous un peu du mal à s'intégrer à la société normale, quoi, on va dire. Et bienvenue dans la NHK, ce manga dont je vais vous parler, qui moi à l'époque ne m'intéressait pas plus que ça, parce que je vous dis, je m'intéressais pas trop au manga. Moi, j'étais beaucoup dans le punk rock à ce moment-là, dans la musique dure, on va dire, dans le fanzina. Je commençais à m'intéresser beaucoup au fanzina, voilà, des choses comme ça. Ouais, la musique indé, j'étais vachement là-dedans. Et le manga, j'ai mis ça de côté, mais je savais que Welcome to the NHK, bienvenue dans la NHK, pardon, Welcome to the NHK, c'est le nom original, les intéressait beaucoup. Et de fait, comme c'était mes potes, ben, je m'intéressais à ce qui les intéressait, et je me tenais au courant, quoi. Et donc je savais que ça existait. Le manga, je l'avais jamais lu, je n'avais jamais vu l'animé non plus, on va en parler. Je connaissais de loin, je savais de quoi ça parlait, mais je connaissais pas le truc, quoi. Et quand je me suis remis au manga depuis quelques années, depuis maintenant quand même pas mal d'années, mais voilà, depuis que j'ai commencé à vraiment approfondir ce sujet-là, notamment via mes vidéos et tout, je cherchais à retrouver le manga Welcome to the NHK. Sauf qu'il est devenu introuvable. Il avait été publié en France, donc entre 2007-2008, un truc comme ça, enfin deuxième moitié des années 2000. Et c'était par Soleil. Vous voyez le logo sur la tranche, sur le dos, faut dire le dos du livre. La tranche, c'est ça. Donc c'était publié par Soleil en France. Soleil qui est un éditeur de BD et de manga également, mais qui a pas trop eu d'énormes succès, Soleil, et qui est un éditeur qui réédite assez peu ses mangas. Il y a beaucoup de rareté en fait chez Soleil. C'est un éditeur dont le back catalogue, comme on dit, est très difficile à trouver. Et c'était le cas de Bienvenue dans la NHK, qui est très dur à trouver d'occasion. C'est un manga qui maintenant a plus de 15 ans, hein, en version française, qui a jamais été réédité, qui est culte, mais qui est pas très populaire. Donc ouais, galère à trouver. Et je l'ai trouvé finalement très récemment d'occasion. Donc il y a 8 tomes, hein, pour la série complète. Vous voyez le 8e tome qui est là, le gris. C'est le dernier. Et j'ai trouvé la série complète en super état pour 40€. Donc 5€ le tome, j'étais trop content. Ça en vaut beaucoup plus. Enfin, ça en vaut beaucoup plus. C'est toujours pareil, hein. Avec les mangas d'occasion, ça vaut le prix que vous voulez mettre. Moi, je les ai vus passer à beaucoup plus cher que ça. Je les avais pas achetés parce que j'avais pas envie de mettre. On parle de prix, ça devait être. Je les ai vus passer à plus de 150€ la collection, par exemple. Donc bon, c'était trop cher pour moi. Mais là, 40€, j'ai un peu sauté dessus. Et voilà. Donc je suis enfin propriétaire de Welcome to the NHK, que j'ai découvert donc après plus de 15 ans, quasiment 20 ans, après le moment où mes potes de l'époque sur ce forum qui s'appelait le Royaume de Nosgoth, voilà, je peux citer le forum pour les nostalgiques qui passeront par là. Il y a peut-être, en vrai, je suis quasiment plus en lien avec ces gens, mais peut-être qu'il y en a certains qui ont suivi mon parcours, je ne sais pas. Si vous êtes là, bonjour. Ça me fait plaisir que vous soyez toujours en vie. Et que disais-je? Oui, voilà, donc je découvre plus de 15 ans après ce manga dont il me parlait à l'époque. Manga qui est assez particulier, hein, et je comprends qu'il soit devenu un peu culte. Je vais un peu bouger la caméra, ce sera plus facile. Tac, comme ça, c'est pas trop mal. C'est un manga qui parle des hikikomori. Alors les hikikomori, vous connaissez le phénomène. On en a déjà souvent parlé via plein d'autres mangas. Très récemment, on avait parlé. Alors ça parlait pas tout à fait d'hikikomori, mais quand même un peu de Utsupan, manga que j'avais beaucoup aimé, un petit one shot publié récemment chez Vega. Je vous renvoie à cette vidéo-là. Ça parle un peu des hikikomori. On avait parlé également relativement récemment de Knitting Life, manga que je vous conseille moins, de Tetsuya Tsutsui en 2 tomes, qui parle aussi d'hikikomori, hein. C'est même le point de départ.
Et on avait parlé il y a beaucoup plus longtemps d'un manga en 3 tomes, si je ne dis pas de bêtises, qui était tiré d'un roman. Manga que j'avais beaucoup aimé, et roman aussi que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Parasite amoureux, qui est édité en France par Delcourt Tonkam, dans la collection Moonlight, qui est un manga que je conseille, vraiment. Que pas, c'est pas historique ou quoi, mais j'avais beaucoup aimé. Il m'avait touché ce manga, et j'avais trouvé, il y a un twist à un moment, je l'avais trouvé bien géré en fait. J'avais beaucoup aimé ce manga. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait dessus. Voilà, ça date plutôt du début de la chaîne, la vidéo. Mais ouais, c'est un manga dont je me souviens avec une certaine tendresse. Et tous ces mangas-là parlaient du phénomène des hikikomori. Phénomène donc qui désigne un peu les gens qui ne sortent plus de leur chambre ou de leur appartement et qui sont cloîtrés chez eux, qui ne veulent plus être en contact avec la société, souvent par suite à un traumatisme ou par une décrépitude lente un peu de leur psychologie et de leur sociabilité. Ils ont plus envie d'appartenir à la société, ils ne s'en sentent plus capables et ils se cloîtrent chez eux, quoi. Donc là, ça parle de ça. Ouais, bienvenue dans la NHK. La NHK, faut savoir que c'est le nom de la télé, de la chaîne de télé principale au Japon. Ça veut dire, si je dis pas de bêtises, ça doit être National quelque chose. Il y a le terme à la fin. Il y a, comme souvent dans les dans les mangas d'époque, il y a des termes japonais expliqués, parfois des termes très évidents pourtant pour des lecteurs de manga, comme animé. Bon, c'est otaku. Oui, c'est des termes qu'on chercherait plus à expliquer aujourd'hui. Ça nous renvoie à une autre époque aussi, ça. NHK, donc c'est la Nihon Kikai. Voilà, un peu compliqué à dire, qui est la compagnie de diffusion du Japon. C'est une chaîne de télé, enfin c'est même un network en fait de télé japonais, voilà, qui est très très connu au Japon. C'est un peu l'équivalent, c'est comme si je disais TF1 en France, quoi, ou France Télé, voilà. Et sauf que là, dans le titre, Bienvenue dans la NHK, c'est évidemment une référence à la chaîne de télé, mais c'est en gros le H, c'est Ikikomori, quoi. Le héros transforme en fait l'acronyme pour en faire on va dire la National Ikikomori Club, quoi. Et parce que il part de l'idée qu'il y a un complot de la NHK, de la chaîne de télé, qui a créé des animés très populaires, très addictifs, de très bonne qualité, pour forcer les gens à les regarder toute la journée et donc à ne plus sortir de chez eux. Alors c'est un délire paranoïaque qui est pas du tout au centre du manga, c'est juste dans le premier chapitre, mais en gros il essaye de se trouver des excuses, d'imaginer tout un complot national pour expliquer qu'il a plus envie de sortir de chez lui, quoi. Et donc on va suivre sur 8 tomes les aventures, si je puis dire, de ce héros, qui est un héros que vous voyez un peu là, qui est très anti-héroïque, hein, hop, que vous voyez ici par exemple, et donc qui est Ikikomori, qui a 22 ans, qui est étudiant, qui n'étudie plus, hein, il va plus à la fac, mais qui est cloîtré chez lui, qui vit aux frais de ses parents, à qui il taxe de l'argent assez régulièrement, et qui ne fait absolument rien de ses journées, parce qu'il y a un peu ça avec l'Ikikomori, c'est pas juste rester chez soi, c'est rester chez soi et ne rien faire. Donc en fait, ces journées consistent beaucoup à dormir, à fumer, à prendre de la drogue, il y a ce truc-là, à se masturber, il y a tout un rapport à la masturbation qui est très important dans dans Bienvenue dans la NHK, je vous expliquerai un peu après. Et voilà, et donc il moisit sur place un peu chez lui à ne rien faire, et il va tomber par hasard sur cette fille-là, que vous voyez là, qui va se mettre en tête, on ne sait pas pourquoi au départ, de le sauver, de le sortir de sa situation d'ikikomori, en lui donnant des missions, en s'incrustant dans sa vie. Lui, il a rien demandé. En fait, à la base, c'est une fille qui prospecte pour une espèce de secte, tout simplement, un peu en mode témoin de Jéhovah, qui frappe à sa porte avec une autre femme, et il y a une espèce de connexion qui se fait entre eux, il comprend pas trop comment, pourquoi, et il en a même pas trop envie, en fait, au départ, mais va s'incruster dans sa vie et essayer de le sortir de là. Et en même temps, pour une espèce d'empilement de mensonges et de fausses excuses qu'il crée, il va se rapprocher également de son voisin, qui est un ami de collège ou de lycée, je sais plus, qui est ce mec-là, et qui lui aussi est... Alors, il n'est pas tout à fait Ikikomori, lui, mais lui, il est aussi très déviant, on va dire. Et c'est un mec qui essaye de créer un érogué. Alors, les érogués, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de Erotic Game.
il veut créer un jeu vidéo de cul, quoi, tout simplement, avec en plus jeu vidéo de cul avec un énorme, c'est même pas, j'allais dire un penchant, mais pas du tout, un contenu pédophile, disons les choses. Je sais pas si j'ai bien fait de dire ce mot. Peut-être que YouTube va démonétiser la vidéo. On va éviter de le redire, mais vous avez le mot. Et il va se retrouver à vouloir créer ce jeu vidéo avec le héros qui s'appelle Saito. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai un petit doute, mais non, c'est Saito. Et voilà, et donc on va suivre cette espèce de triangle de personnages dont Saito, le héros, son voisin complètement obsédé à tendance P, on va juste dire P, vous savez tous de quoi je parle, et cette fille, cette ado qui est un peu plus jeune que lui, qui a 18 ans, quoi, quelque chose comme ça, qui essaye de le sauver. On ne sait pas trop pourquoi. On a l'impression qu'elle a une espèce de plan en tête. Je vous filme un peu Ronnie qui est arrivé. Qu'elle a une espèce de plan en tête, mais on comprend pas trop à quoi ça rime. Et en fait, l'originalité de Bienvenue dans la NHK, c'est que c'est un manga comique, ou en tout cas à volonté comique. Ce qui en fait un objet très étrange, parce qu'en fait, ça parle de sujets graves, de sujets ultra déprimants. En fait, ça parle de dépression, mais de dépression très grave, de dépression un peu léthargique, pour citer un récent titre du rappeur Vald. C'est-à-dire vraiment une dépression où les personnes n'essayent même plus de s'en sortir. Et la grande question qui se pose quand on voit Saito dépérir complètement dans sa vie sociale, dans sa vie quotidienne, dans tout ça, c'est pourquoi il se suicide pas en fait. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun enjeu à suivre dans sa vie. Sa vie ne consiste qu'à se réveiller le matin, se lancer un porno tout en fumant des clopes et attendre le soir pour se coucher et refaire la même chose le lendemain, quoi. Et ben là, il est sur le point de se branler tout en se droguant, comme vous voyez. Ça résume bien Saito. Et donc, il y a cette question-là un peu, à quoi rime la vie que ce mec vit, quoi? Quelle est l'utilité de ce gars? Et lui-même se pose un peu la question. Il se la pose, mais tout en la repoussant. C'est-à-dire que c'est un gars, c'est un manga très psychologique, hein, Bienvenue dans la NHK, sous ces dehors de mangas délirants, comiques. Ça pose beaucoup la question de à quoi je sers et comment aller mieux, quoi. Parce qu'en fait, il nie beaucoup qu'il ne va pas bien, mais il en est quand même conscient. Il s'abandonne complètement dans les jeux vidéo, dans la drogue, voilà, tout ce que je vous dis. Mais il y a un peu un truc de, finalement, il est face à une équation où s'il continue comme ça, un jour ou l'autre, il va se rendre compte que autant mourir, quoi, en réalité. Notamment avec l'enjeu de la thune, où il manque de thune. Donc même pour le peu qu'il fait, c'est pas un grand consommateur, voilà. Mais pour simplement se nourrir, se loger, ça devient très compliqué. Hop, je vais tourner les pages. Il y a pas de scène de cul, hein, mais il y a un peu de nudité ici et là, qui est souvent tourné à la comédie. Et voilà. Et donc ce manga va mélanger tout ça, mais sous le spectre de la comédie, comme je disais, ce qui est assez étonnant, parce qu'en fait, Saito va se retrouver pour essayer d'échapper au départ à la fille que vous voyez là, qui essaye de le sauver, entre guillemets. Lui a pas envie d'être sauvé, quoi. Il y a un peu ce truc-là, où lui, comme il nie qu'il a un problème, il nie qu'il a un problème et en même temps il a envie de continuer. C'est vraiment un truc de dépressif, quoi. C'est-à-dire il se complaît dans sa dépression, il a pas envie d'y mettre fin, il a juste envie qu'on le laisse tranquille, quoi. Il a envie qu'il n'y ait pas de témoin à sa vie et à la déchéance qui est devenue son quotidien. Donc pour échapper à cette fille, il n'arrête pas de mentir, de s'inventer des vies. C'est comme ça qu'il se retrouve en fait à collaborer avec son voisin sur cette histoire de jeu érotique. C'est pour faire croire qu'il a un travail. Et en fait, donc, il va se retrouver dans plein de situations rocambolesques, j'ai envie de dire, suite à des mensonges, où pour couvrir un mensonge, il va devoir faire un autre mensonge, et ainsi de suite. Et il va y avoir des personnages secondaires assez intéressants, dont cette fille-là avec les cheveux longs, qui est une amie de lycée de Saito, qui retrouve un peu par hasard, et qui est peut-être son vrai amour, entre guillemets. Il va se retrouver invité en vacances par elle, avec des amis. Ça va virer à la proposition de suicide collectif. Voilà, donc il va se retrouver... Mais tout ça traité, encore une fois, sous l'angle de la comédie. C'est-à-dire que très souvent, dans Bienvenue dans la NHK, on sent que dans la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est dessiné, vous voyez, avec des têtes comme ça pour les personnages qui rappellent un peu... ça peut rappeler GTO, par exemple, ce genre de tête. Ce genre de tête et ce genre de narration.
En fait, on est censé rire. Sauf que le sujet est tellement pas drôle, il est tellement sombre. On parle quand même de deux mecs qui projettent de faire un jeu vidéo P, euh, avec un rapport à la masturbation, à la drogue, à la solitude, à l'addiction, à tout ça, qui est extrêmement maladif, avec clairement une histoire qui tourne autour de dépression, du fait d'être reclus, de ne pas vouloir d'aide, de ne pas vouloir se soigner, de ne pas vouloir aller mieux. Tout ça, c'est des sujets très graves, quoi. Et très graves et très sombres et très... on tombe dans le dark d'êtres humains qui sont très peu appréciables. Et même la fille qui essaie de le sauver. Donc il y a un peu trois persos, hein. C'est vraiment un triangle. Là, je vous mets les trois avec les couvertures. On a Saito, le héros, entre guillemets, qui est vraiment pas très héroïque. Son voisin, P. Et la fille qui essaye de le sauver. Et ces trois personnages-là, aucun des trois, même la fille, au fur et à mesure on le comprendra, aucun des trois n'est très positif. C'est des gens assez dark, qui ont des démons de taille énorme, et qui surtout, au-delà d'avoir des démons de taille énorme, c'est ça la spécificité des personnages de Bienvenue dans la NHK, c'est qu'ils n'essayent pas de les combattre en fait. Ils sont un peu tentés de les combattre, mais ils n'y arrivent pas. Saito, plusieurs fois dans le récit, il va essayer d'aller mieux. Il va retourner chez ses parents en se disant comme ça, il va se remettre sur pied, tout ça machin. Et en fait, à chaque fois, il retombe. Il est incapable de vraiment s'en sortir. Et le récit va tourner autour de ça, autour de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui même essaye même pas vraiment, quoi. Donc le vernis de comédie autour de ça est très étrange, crée une espèce de dissonance un peu où on sait pas trop quoi faire du récit au final. À la fois c'est un peu drôle, il y a des moments où j'ai ri vraiment, il y a des situations qui sont tellement débiles, c'est tellement, Saito est tellement un crétin. Il y a un truc où on a l'impression que tout ce qui lui arrive, il mérite en fait, tellement il est bête et tellement il fait rien, il fait jamais le bon choix, quoi. Mais en même temps, c'est très dur en fait ce qui est raconté. Mais peut-être que c'est une illustration en fait, Bienvenue dans la NHK, de ce truc de le rire et la politesse du désespoir. C'est cette maxime, je sais pas qui elle a attribuée, mais qui est un peu ça, c'est-à-dire face à une situation à ce point désespérée, à ce point sombre psychologiquement, à ce point laide, moche, on est dans les pires vicissitudes de l'être humain, de gens qui vraiment se traînent par terre et n'essayent pas du tout de se relever, sous aucune dimension, quoi que ce soit moralement, physiquement, dans leurs habitudes, professionnellement, économiquement, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucun aspect de leur vie qui est positif. Peut-être qu'en fait, l'aborder sous l'angle de la comédie permet une distance, un recul qui est intéressant, en tout cas. Voilà. Moi, j'ai trouvé cette œuvre intéressante. J'ai pas réussi à la trouver agréable. C'est trop particulier pour ça, c'est trop sombre pour ça. Mais ouais, elle est intéressante. Je peux pas dire le contraire. Et je comprends qu'elle soit devenue culte, et je le comprends d'autant plus si on la replace dans son époque de publication. Alors, en fait, c'est l'animé qui est devenu culte en réalité plus que le manga, mais j'y reviendrai après. Parce que, comme je dis, c'était une époque où le manga, donc deuxième moitié des années 2000, où le manga s'adressait de nouveau non plus à un grand public, mais à un public d'otaku, à un public de gens dont le quotidien, en tout cas moi ceux que je connaissais qui me parlaient de Bienvenue dans la NHK, étaient des gens dont le quotidien était pas loin d'être celui des personnages en réalité. Si je suis très honnête, peut-être que ça leur fera pas plaisir de l'entendre, mais je pense qu'il y avait ça. Et que le manga à cette époque-là, et c'est pour ça aussi la popularité d'une œuvre comme Evangelion, qui parle un petit peu de sujets comme ça, sous ces aspects de grande guerre de méca contre des extraterrestres, tout ça. Neon Genesis Evangelion, c'est un manga et un animé aussi qui parle aussi un peu de dépression, de trucs comme ça, d'isolement. Et je pense que le public manga de la fin des années 2000, de la deuxième moitié des années 2000, était un public assez sensible à ces thèmes-là. On était revenu sur une culture très underground et très adressée à des gens qui allaient pas forcément bien à ce moment-là. Et que le manga a aidé. Je suis pas en train de dire que le manga a participé à la dépression généralisée de ma génération. C'est pas ça. Mais c'était un refuge pour les gens qui étaient là-dedans. Et donc ouais, je comprends
que Bienvenue dans la NHK a pu se faire une place à ce moment-là. Et peut-être que c'est un manga qui, aujourd'hui, en 2025, n'est plus tout à fait dans l'air du temps, quoi. C'est autre chose. Je pense. Alors, pourtant, la dépression est générale aussi à notre époque pour les jeunes, mais peut-être qu'elle sera abordée différemment. Là, il y a un truc trop justement de second degré, de dérision, de rien prendre au sérieux, tout en parlant de trucs ultra hardcore. Tout ça, ouais, c'est ma génération, ça. Je reconnais les codes, quoi. J'ai vraiment l'impression de... C'est un truc, il y a un truc un peu générationnel dans le ton, dans ce côté de rien vouloir prendre au sérieux. Je reconnais mes années 2000 dans Bienvenue dans la NHK. Ceux qui ont mon âge comprendront, je pense, ce que j'essaye de dire. Là où les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, ont beaucoup de mal avec le second degré. C'est un truc qu'ils aiment moins. Ils aiment pas l'ironie. Alors, je dis en généralité. Je fais d'énormes généralités. Il y a bien sûr des jeunes qui aiment bien l'ironie et tout. Mais il y a un truc un peu le second degré, la caricature, la satire. C'est des choses qui passent moins bien aujourd'hui. Et je me dis que peut-être si Bienvenue dans la NHK sortait aujourd'hui, ce serait assez mal pris. Et il y aura un truc de ouais, mais ça prend pas au sérieux les problèmes de santé mentale. Peut-être qu'il serait interprété comme ça. Là où, à mon sens, il les prend au sérieux. C'est juste que il les tourne à la dérision pour en faire un truc plus, comment dire, plus accessible, moins pesant peut-être, parce que on parle de trucs très 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 durs. S'il n'y avait pas le vernis de comédie par-dessus, ce serait très dur d'en faire une histoire. En fait, on pourrait en faire un essai, une étude sociologique, mais en faire une histoire sans rajouter un vernis un peu de distance, et là la distance choisie et l'humour, sans ce vernis-là, je pense qu'on aurait beaucoup de mal. Voilà, donc c'était un peu mon bilan sur Bienvenue dans la NHK. Pour vous parler des auteurs et donc du contexte un peu autour de ça, il faut savoir que Bienvenue dans la NHK, à la base, c'est un roman du scénariste du manga. En fait, c'est lui l'auteur du roman. C'est Tatsuhiko Takimoto, que vous voyez là, qui est un écrivain à la base, qui a fait assez peu de choses en réalité. Il est principalement connu pour Bienvenue dans la NHK. Il a fait 2-3 autres trucs. Negative Space Chainsaw, je crois que c'était ça le nom. Et il a fait 2-3 autres light novels au Japon. Aucune n'a été traduite, pas même Bienvenue dans la NHK. On n'a que le manga et l'animé. Et donc ce roman a eu un vrai succès au début des années 2000. Je crois que le roman c'était 2002 au Japon. Donc ça remonte, c'était il y a plus de 20 ans. Ça a eu un vrai succès. Donc, suite au succès, ça a été adapté en manga, comme vous le voyez là. Et ça a été adapté en même temps qu'en manga, en animé. C'est la même période. Le manga a commencé un peu avant l'animé, mais les deux adaptations sont concomitantes, quoi. Et c'est surtout l'animé, en fait, qui est populaire. Quand je vous parle d'œuvres cultes, en fait, c'est l'animé qui est culte. C'est pas le manga. C'est jamais le manga, de toute façon. Il y a très très peu de mangas dont une version animée existe, j'insiste là-dessus, qui sont cultes. Très souvent, c'est l'animé qui est culte. Le manga, c'est pour les connaisseurs, quoi. Là, c'est la même chose. C'est l'animé qui est culte. Le dessinateur qui s'est occupé du manga, vous avez vu un peu, je vais encore tourner quelques pages. Le dessinateur, il s'appelle Kendi Oiwa. Pardon, j'ai peut-être mal prononcé. Qui est un dessinateur dont j'ai pas grand chose à dire, très honnêtement. Le dessin de Bienvenue dans la NHK, c'est pas le point fort de la série. Vous le voyez là, c'est pas non plus, c'est pas horrible. En fait, j'ai rien à en dire. C'est un dessin manga très standardisé, très banal. Voilà, avec juste une petite tendance, moi que j'aime bien, qui me parle en tant que fan de GTO, comme je disais, aux têtes grotesques. Alors là, je n'en trouve pas évidemment, mais il aime bien dessiner les visages très déformés par l'émotion, quelque émotion que ce soit. C'est un truc qui fait beaucoup, alors qui est pas propre à lui, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de mangas, mais suivant les cas, c'est pas toujours aussi prononcé. Là, c'est assez prononcé dans Bienvenue dans la NHK. Ça va aussi avec le côté comédie, d'ailleurs. Il faut savoir que donc ce dessinateur Kendi Oiwa, j'avais un autre manga de lui, où il est dessinateur, qui s'appelle Got, qui avait été publié au début des années 2000 aussi, qui a une tranche, là j'ai le droit de dire la tranche, noire, c'est assez cool, qui avait été publié en 2003 au Japon et en 2006 en France, dans la collection Senpai de Pika. Voilà, c'était un manga one shot, adapté lui aussi d'un roman d'ailleurs, qui est un truc sur des ados tueurs. J'en ai pas un très grand souvenir, pour être très honnête. Voilà, c'est un manga, je vous le signale juste parce qu'il existe, quoi, et que Kendi Oiwa a pas fait 1 milliard de trucs non plus, même si c'est un dessinateur, voilà, il a quelques titres à son palmarès, mais aucun qui a fait date.
Je vous, je vous mentionne juste Goth parce que je l'ai, quoi, tout simplement. Je vais orienter la cam comme ça. L'angle doit être très bizarre. Je ne sais pas, je fais n'importe quoi. C'est la fin de la vidéo. Que vous dire d'autre? Je vous ai dit un peu tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas trop développé sur les hikikomori. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé. J'ai fait beaucoup de vidéos où le terme était mentionné et exploré. Mais bon, j'en ai quand même reparlé un petit peu. C'est un phénomène quand même qui existe au-delà du Japon, hein. C'est très japonais déjà dans la conceptualisation, on va dire, du terme, hein. C'est un terme japonais et qui est très présent sociologiquement au Japon. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, hein. C'est pas qu'un truc de jeunes, l'hikikomori, qui vivent reclus, quoi, qui ne sortent plus de chez eux, qui vivent soit d'aide sociale, soit d'aide familiale, financièrement, et qui restent toute la journée sur leur ordinateur ou à ne rien faire dans leur lit, à manger, à dormir, à fumer, et qui attendent que le temps passe sans oser se suicider. Ce que je peux comprendre, je suis pas en train de dire qu'ils devraient se suicider, hein, mais en gros, c'est une espèce de dépression, d'enfermement volontaire. Et c'est un truc qu'on peut retrouver aussi, qu'on peut retrouver ailleurs qu'au Japon, hein. C'est très présent au Japon. Ça s'explique par plein de choses de la société japonaise, qui place de très grosses attentes sur ces nouvelles générations. Mais on peut le retrouver en France, on peut le retrouver dans plein de pays. Et c'est peut-être d'ailleurs, je pense que quand on a été un peu dépressif, quand on a connu des périodes de down, euh, la tentation de l'ikikomori, elle est jamais très loin, je pense. Moi, je l'ai déjà ressenti et j'ai des aspects de ma vie qui peuvent être un peu ikikomori-esques, hein. Mais je dis ça sans gravité, parce qu'en fait, je pense que c'est le cas d'énormément de gens. Je pense que dès que vous vivez seul et que y a des moments où vous vous sentez pas de ouf et tout, en fait, c'est très facile de se dire, ah ben vas-y, aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rien faire. Et puis le lendemain, vous le dites encore, et puis le lendemain aussi. Et en fait, il peut très vite se passer une semaine, alors peut-être pas sans que vous soyez du tout sorti, mais vous n'êtes pas beaucoup sorti en tout cas. Vous n'avez rien fait, et à la fin de la semaine, vous repensez au temps écoulé, et vous vous dites, ben, je sais pas trop ce que j'ai fait de ma semaine. Je suis incapable de poser le doigt sur un truc que j'aurais produit cette semaine, quoi. Euh, et donc je pense, ouais, que cette tentation, elle est quand même très proche de plein de gens. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette série a un écho particulier chez plein de gens. C'est peut-être qu'ils s'y sont un peu reconnus dans une dimension ou une autre. Alors là, on est sur des persos très extrêmes dans leur isolement, mais je pense c'est un peu c'est l'un des intérêts de la fiction, c'est de faire des hyperboles, des versions extrêmes de comportements ordinaires pour mieux comprendre, pour mieux voir les dits comportements, quoi. Voilà. Que vous rajoutez d'autre? Si, je voulais parler d'autre chose, faire un petit lien avec une œuvre que j'aime beaucoup, qui, bizarrement, ça n'a pas grand rapport a priori, est à mon sens un équivalent musical de Bienvenue dans la NHK. C'est l'œuvre d'un rappeur que j'aime bien, que j'aime même beaucoup, qui s'appelle Léo Roy. Je vous pose son dernier album en date là, qui s'appelle La vie d'artiste, et qui est un rappeur. Alors, je le qualifie de rappeur parce que je crois que lui-même se qualifie de rappeur. Sa musique ressemble pas à ce que vous imaginez en général quand vous pensez au rap. C'est pas du tout du rap de rue. C'est très électro, c'est très autotuné. Il ne chante jamais sans autotune, jamais, je crois. Et il y a un truc, c'est très énergique. Ouais, très électro, voilà. Mais c'est dur à décrire musicalement. Mais c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui parle énormément, notamment dans cet album-là, La vie d'artiste, donc qui est le dernier en date, hein, sorti l'année dernière, je crois. Il parle beaucoup finalement aussi d'isolement, de rester dans sa chambre, de pas faire grand-chose. Et il en parle comme dans Bienvenue dans la NHK. Il en parle avec humour. C'est-à-dire que ses chansons sont des chansons gag à la première écoute. Vous les écoutez et vous vous dites c'est une blague en fait. Il fait ça pour faire rire, pour se moquer. Mais en fait, quand vous grattez un peu les paroles, quand vous écoutez bien ces chansons, quand vous en écoutez plusieurs aussi pour les mettre en lien les unes avec les autres, vous commencez à comprendre qu'en fait c'est pas tant que ça un gag ce qu'il raconte et qu'il parle de choses assez profondes et assez graves et qui parle en fait de la vie, enfin pas dans toutes les chansons, mais dans beaucoup de chansons.
il aborde en fait la vie d'un genre d'ikikomori, je trouve. Et dans cet album-là, qui est presque un album concept autour de ça, il y a vraiment plusieurs titres là-dessus. Jeux vidéo, e-girl, comme si j'étais idiot, je m'en fous, hentai. Tout ça, c'est des titres qui parlent de ce thème-là. Je vais vous mettre en lien, je vais vous mettre hentai que j'aime bien, que j'aime beaucoup musicalement, et les paroles vont totalement dans le sens de ce que je vous raconte, de raconter le quotidien de quelqu'un qui va pas très bien et qui s'enferme chez lui. Voilà, je voulais faire un shout-out à Léo Roy. Je vous conseille d'aller écouter sa musique, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et cet album-là, notamment, j'aime beaucoup, beaucoup La vie d'artiste. Il m'a dédicacé le disque pour Vincent. Entre branleurs, on se comprend. Léo, branleur, parce que j'ai l'un de mes romans qui s'appelle Les Derniers des branleurs. Voilà, qui est un de mes romans les plus connus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Léo Roy, bienvenue dans la NHK, même combat. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec un petit peu de Ronnie au loin. Et je vous dis de prendre soin de vous. Et si vous êtes en mode Ikikomori cet été, sortez un peu prendre le soleil de temps en temps quand même. Ciao!